OK. Donc, il y a une partie 10 à la section précédente là, qui montre que le travail, si vous avez quelque chose qui est irréversible, donc vous avez une explosion, par exemple, qui fait un travail, bien, le travail qui va être fait va être plus petit que si vous l'aviez fait de façon réversible. Donc, c'est un petit théorème qui est prouvé, là, mais je vais vous laisser le lire parce qu'on manque un peu de temps. On va passer à la section suivante ici, qui nous dit que la première chose qu'on va montrer, on se pose la question, qu'est-ce que c'est le minimum qu'on peut mesurer pour savoir toute la thermodynamique? Là, je vais vous montrer un résultat intéressant, c'est que si j'ai la relation entre la pression, la température et le volume, ça c'est relativement facile à mesurer, puis la chaleur spécifique à un seul volume, je n'ai même pas besoin de changer des volumes différents. J'ai toute la thermodynamique. Surprenant, hein? Donc, la façon dont on va procéder pour montrer ça, c'est qu'on va prendre T et V comme variables indépendantes, comme ici. Donc, T et V, variables indépendantes. Et donc, voilà. Et puis, la preuve va aller de la façon suivante, c'est qu'on va montrer qu'on est capable d'obtenir F de TV comme étant égal à E de TV moins T fois S de TV. D'accord? Donc, on va calculer l'entropie, on va calculer l'énergie, ça va nous donner F. Si on a F, on a tout. D'accord? Parce qu'on veut prendre des dérivés par rapport à F pour obtenir ce dont on a besoin. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, ben, ds en fonction de TV, c'est égal à ds dt à V constant dt plus ds dv à t constant dv. Mais on a ça ici. D'accord? dp dt à V constant. Ça, c'est bon parce que finalement, ce qu'on a mesuré, ce qu'on dit qu'on mesure, c'est P, puis la capacité calorifique. Donc, la capacité calorifique, elle est ici. Ça, c'est égal à la capacité calorifique à volume constant divisé par la température, dt. Puis ds dv, bien, je vais l'écrire comme dp dt à V constant, dv. Vous voyez? Donc, j'ai besoin de la capacité calorifique et puis de la pression. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que ça suffit? Ben, parce que j'ai juste à faire l'intégrale. Donc, S de T V moins S de T0 V0, c'est égal à l'intégrale ici. Donc, l'intégrale, donc c'est T qui varie. Donc, je vais aller de T0 à T, puis je vais écrire la capacité calorifique à volume constant en fonction de la variable d'intégration. Je vais l'appeler T' pour ne pas la mêler. Puis, je vais évaluer à V0 ici. Fois divisé par T', la variable d'intégration, fois dt'. Et puis, finalement, ça ici, donc ça va me donner plus l'intégrale de V0 à V de D de P de... Donc là, je suis allé de T0 à T. Donc là, maintenant, ma pression, je suis rendu à la température T. Puis, je suis en train de faire l'intégrale sur V, donc V'. Puis là, il faut que je dérive par rapport à T, à V' constant, dV'. Comme ça peut être mêlant comme notation, là, mais on a déjà discuté de ça, vous voyez? Je dérive par rapport... je ne garde pas V constant. Qu'est-ce que j'écris là? C'est plus que mêlant, c'est faux. Donc,
c'est dp dt. Non, c'était correct. dp dt à V', voilà, à V constant, V' constant. Donc, je dérive par rapport à la température, mais en gardant V constant. Ça va me donner une fonction de V'. Puis ensuite, j'intègre sur V'. D'accord? Autrement dit, là, j'ai pris un chemin qui est comme ça ici. Je suis parti de T0, V0. Je suis allé à T, V0. Puis ensuite, je suis allé à TV. D'accord? Ça, c'est dans le plan TV. C'est bon, puis je peux toujours prendre ce chemin-là. Donc, vous voyez, la capacité calorifique, j'ai besoin de la connaître à un seul volume. Donc, ça va me donner l'entropie en fonction de TV. Puis, comment est-ce que j'obtiens l'énergie maintenant? Bien, l'énergie DE, oups, je l'ai effacé. DE de TV, c'est égal à T ds moins PDV. D'accord? Donc, je vais faire exactement comme j'ai fait auparavant. Je vais défaire le ds comme ça. Donc, je vais arriver à ça. Donc, vous voyez, tout ce qui va changer ici, c'est que je vais avoir T fois CV, capacité calorifique sur T dt, plus donc j'ai un T ici fois ds, donc T dp dt. Plus T dp dt, volume constant, moins P, fois dV. Je vais faire exactement comme j'ai fait ici. Donc, on va juste intégrer, puis ça va marcher. Donc, j'ai obtenu E de TV, S de TV, j'ai l'énergie libre, donc je connais tout. C'est bon la démarche? En passant, regardez, si j'ai un gaz parfait, qu'est-ce qui arrive ici? P dépend linéairement de la température absolue, puis je multiplie par T. Donc, ça ici, c'est égal à la pression. Pression moins pression, ça donne 0. Donc, ce que ça me dit, c'est que pour le gaz parfait, l'énergie est indépendante du volume. D'accord, ce n'est pas surprenant, on a utilisé une relation de Maxwell. Puis la façon dont on l'avait dérivé, c'était en utilisant les dérivés secondes, l'égalité des dérivés croisés. Donc, voilà, ça marche. OK. Donc, une autre chose qu'on peut prouver facilement aussi, c'est que si on connaît P de TV puis C de T à une valeur de V0, bien, on peut obtenir la capacité calorifique à tous les volumes. Donc, pourquoi? Ben parce que si on dérive CV par rapport au volume, on va pouvoir l'obtenir en intégrant. La dérivée de CV par rapport au volume, c'est la dérivée par rapport au volume de 1 sur T ds, pardon, de T ds dt. Donc, comme d'habitude, on peut intervertir l'ordre d'intégration. Donc, ça va donner d dt de ds dv, puis ds dv, c'est dp dt. Donc, ça, c'est égal à t d dt de dp dt, mais on connaît la pression en fonction de la température pour tous les volumes. Donc, il suffit d'intégrer, vous voyez, il suffit d'intégrer ça ici, intégrer ça et ça, pour trouver la capacité calorifique à tous les volumes.
Ça va, est-ce qu'il y a des questions? OK. Il nous reste un petit 10 minutes. Donc, ce qu'on va se poser ici comme question, c'est la relation entre CP et CV. On sait, tout ce qu'on sait, c'est que CP est plus grand ou égal à CV, mais on peut être plus précis que ça. Quelles conditions doit-on réaliser pour obtenir que CP est égal à CV? D'abord, pourquoi est-ce que CP n'est pas égal à CV? Parce que quand je mets de la chaleur, il y a une partie qui peut aller en travail quand je le fais à pression constante. Si je fais à volume constant, ben, il n'y a pas de problème. Tout va dans l'énergie interne. Mais si je fais à pression constante, il y a une partie qui peut aller en travail. Mais ça va aller en travail juste si le volume change. Quand est-ce que le volume va changer? Ben, si le coefficient de dilatation thermique n'est pas égal à 0. C'est bon? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à CP? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à CP? Ben parce que c'est pas mal plus facile à mesurer que CV. Imaginez que vous voulez mesurer la capacité calorifique à volume constant d'une barre de métal, d'une barre d'acier. Si vous voulez le faire à volume constant, il faut que vous trouviez quelque chose de plus solide que l'acier pour empêcher que ça se dilate. Ça va? Tout le monde suit ça? Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire à volume. C'est plus facile de mesurer les capacités calorifiques à pression constante. Donc, comment est-ce qu'on va trouver la relation entre la capacité calorifique à pression et à volume constant? L'avantage de ce tableau-là, c'est que le prof ne peut pas effacer vite. Hein? Donc, c'est jamais un problème. OK. Donc, DS, on a dit qu'on pouvait écrire ça comme DS dt à volume constant dt plus DS dV à température constante dV. Donc, ça veut dire que si je cherche T ds dt à pression constante, mais là, j'ai juste à prendre la ligne d'en haut, multiplier par T, puis ensuite mettre un dt en bas. Donc, ça fait ds dt à volume constant. Puis dt, c'est égal à 1. Puis ensuite, j'ai ds dv. Mais ds dv, je vais utiliser ma relation ici. Donc, pour avoir quelque chose d'un peu plus concret, comme la pression, donc dp dt à volume constant fois dv dt à pression constante. Donc voilà, on a obtenu ce qu'on voulait. On a obtenu que la capacité calorifique à pression constante, c'est égal à la capacité calorifique à volume constant plus T fois dp dt à volume constant fois dv dt à pression constante. Puis, on peut
définir, donc ça, c'est pas la forme finale de notre affaire, mais disons que c'est une équation qui est valable. On peut définir alpha, qui est le coefficient de dilatation thermique. Pourquoi on divise par V ici? Pourquoi est-ce que c'est une définition commode? C'est une définition commode parce que ça permet de le mettre dans des tables. Hein? Si je prends quelque chose, quelque chose qui est comme ça ici, puis là, quand je change la température de 1 Celsius, ça augmente d'1 centimètre. Si je mets deux morceaux un à côté de l'autre, puis que j'augmente la température d'1 Celsius, mais ça va augmenter 2 centimètres. D'accord? Chaque bout va augmenter d'1 centimètre. D'accord? Donc, en divisant par le volume, j'ai quelque chose qui est indépendant du volume. Donc, ça justifie pourquoi est-ce que c'est commode d'utiliser ça comme définition. Et la forme qu'on voit normalement, ce n'est pas celle qui est là. Donc, on peut motiver ça en disant, mais dP, dt à volume constant, mais j'ai le même problème qu'avant. C'est-à-dire que garder le volume constant, on a dit que ce n'était pas facile pour une barre d'acier. Donc, je vais essayer de réécrire quelque chose qui est à pression constante. D'accord? Donc, ce qu'on peut faire, là, on a fini ici, mais je veux juste mettre ça plus beau finalement. C'est juste ça. Donc, on peut dire que dP, c'est égal à dP. Si je veux contrôler TV, je suis un maniaque de contrôler TV, c'est dP dt à V constant dt plus dP dV à T constant dV. D'accord? Donc, vous voyez que à dP constant, autrement dit, à pression constante, ça, c'est égal à 0. Donc, si ça, c'est égal à 0, ça veut dire que dP dt à volume constant est égal à moins dP dV à T constant fois dV dt à P constant. Autrement dit, pour que ça soit égal à 0, il faut que T et V varient ensemble pour garder P constant. Tout le monde est d'accord? Pour garder dP égale à 0, autrement dit, pour garder P constant, il faut que T et V varient ensemble pour garder P constant. Donc, ça veut dire que dP dt ici, donc, vous voyez, j'ai juste étudié que c'était égal à 0, j'ai mis de l'autre côté, donc ça fait un signe moins ici. Puis là, j'ai dP dV, puis le dV qui est là, j'ai divisé par dt des deux côtés. Donc, le dt est disparu, puis ici, ça a donné dV dt à P constant. Avez-vous des questions sur ces manipulations-là? C'est bon? Voilà. Donc, on a pas mal fini. Il suffit de remplacer dP dt à volume constant par ça ici. Puis vous voyez, c'est intéressant parce qu'on retrouve dV dt à P constant. Donc, on retrouve le coefficient de dilatation thermique à condition de multiplier par le volume. Là. Donc,
on retrouve que CP est égal à CV. Donc, oui, oui, question? Non, c'est bon. Donc, on trouve que CP est égal à CV. Donc, ça, c'est le signe moins qui est ici. Moins T, puis dP dt, je l'ai remplacé, d'accord? Donc, je vais écrire que c'est égal à dP dV à T constant. Puis, j'ai un dV dt au carré. Donc, je vais écrire, j'ai défini le coefficient thermique de dilatation thermique comme ça. Donc, je vais écrire ça comme V fois alpha carré. D'accord? Autrement dit, la quantité qui est ici, dV dt à T constant, c'est égal à alpha fois V. D'accord? Donc, quand je substitue là-dedans, ça fait V alpha carré. Voilà, donc il nous reste juste une autre petite définition. Donc, si on regarde dans les tables, il y a quelque chose qui s'appelle la compressibilité isotherme. Puis ça, c'est égal à moins 1 sur V dV dP à T constant. Donc, ça, c'est la compressibilité. Ici, il manque un V, hein, V carré. Parce que dV dt, c'est égal à alpha fois V. D'accord? Donc, excusez-moi, j'ai oublié un V ici. Donc, compressibilité isotherme. Donc, vous voyez pourquoi ça s'appelle la compressibilité? Ben, comment est-ce que le volume change quand j'applique la pression? Il y a un changement de pression, ça change le volume. Donc, comme pour le coefficient de dilatation thermique, j'ai divisé par le volume pour que ce soit quelque chose qui ne dépend pas de la taille de mon système. Pourquoi j'ai mis un signe moins ici? Parce que quand je mets de la pression, il faut absolument que le volume diminue. Donc, la pression augmente, le volume diminue. Donc, en mettant un signe moins ici, j'ai toujours une quantité positive ici. Puis, en fait, c'est pour une question de stabilité thermodynamique que cette quantité-là soit positive. Alors, de la même façon qu'il faut que la capacité calorifique soit positive, il faut que ça soit... on peut le reformuler en termes de dérivée d'entropie, puis voir qu'il faut que ça soit positif. Donc, dérivée seconde de l'entropie. Voilà, donc si j'utilise cette définition-là ici, vous voyez que je peux utiliser donc dP dV à T constant, je peux écrire ça comme 1 sur. Donc ça va donner mon résultat final. Après ça, on va avoir fini le cours. Donc parfait, il était 10, moins 10. Donc ça va être ma dernière équation. Donc, c'est que CP est égal à CV plus, donc ça, c'est le signe moins qui est rendu dans la définition de la compressibilité. Température fois volume fois carré du coefficient de dilatation thermique divisé par la compressibilité isotherme. Donc, ça s'appelle la relation de Robert-Mayer. C'est juste une personne, là. Il y a deux noms, là, mais... Donc, si le coefficient de dilatation thermique est égal à 0, les deux quantités sont égales. Pourquoi est-ce que CP est toujours plus grand que CV? Mais regardez. Température, volume, c'est positif. Compressibilité, on a dit que c'est positif pour des questions de stabilité. Alpha, ici, ça peut être positif ou négatif. Parfois, regardez l'eau, parfois, ça se contracte
sous l'effet de la chaleur plutôt que se dilater. Donc ça n'a pas un signe fixe. Mais par contre, c'est au carré ici. Donc, ça, il faut toujours que CP soit plus grand que CV. Donc, vous voyez la puissance de la thermodynamique. Peu importe la substance que je regarde, la capacité calorifique à pression constante est reliée à la capacité calorifique à volume constant à l'aide de la coefficient de dilatation thermique et puis la compressibilité, qui sont des quantités qu'on peut mesurer. Donc, comme il ne reste pas beaucoup de temps, je ne partagerai pas l'écran, je vais juste parler du devoir. Donc, il y en a un numéro donc c'est à remettre le 25 novembre. Il y a un numéro qui est sur la chaleur spécifique à pression constante qu'on obtient comme une dérivée de l'enthalpie. On vous donne l'enthalpie, puis on vous demande la capacité, la chaleur spécifique à pression constante. Autre paradoxe du chauffage des vieilles maisons, ça vous dit quelque chose d'assez spécial, là, quand une maison qui a des trous, qu'est-ce qui arrive avec quand on chauffe, en fait, on se trouve à ne pas changer l'énergie interne. Donc, bande élastique, ça va suivre exactement le patron que j'ai suivi dans la première partie de ce cours-là. Thermodynamique d'un paramagnétique, c'est analogue aussi. Donc, ensuite, j'ai 5 numéros que j'ai suggéré d'aller lire dans les examens des années passées. Là, je ne ferai pas la liste, mais allez lire ça, c'est très utile. Et puis, vendredi, Chloé, elle va faire l'effet magnétocalorique, qui était un sujet de maîtrise, où vous allez voir, elle va utiliser les relations de Maxwell pour relier finalement des trucs thermiques à des mesures d'aimantation dans le laboratoire. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Désolé pour le cours d'aujourd'hui, il y a plein de dérivés partiels. Je suis certain que vous êtes pas mal étourdi avec les dérivés partiels. Mais repassez le cours soit sur YouTube ou bien dans les notes ou comme vous voulez, dans vos notes personnelles. Puis vous allez vous familiariser avec tout ça. Donc, ce chapitre-là achève. Ensuite, on va retourner au calcul à partir de quantité microscopique. OK. Merci. Donc, s'il y en a qui veulent rester pour poser des questions, je vais rester jusqu'à temps que tout le monde soit parti. C'est bon? Oui, c'est bon. Ben, d'ailleurs, moi, André-Marie, j'aurais peut-être une question.